Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Bratt avec vous. Comme à chaque semaine, ou presque, j'ai eu un petit écart, une petite absence pendant 2 émissions cet été, mais de retour en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. Les gars, comment ça va? Ça va, on a vraiment l'impression d'être bien reparti dans une belle, bonne saison. Là, on baigne, quoi. Ouais, mais pouvez-vous croire, les gars, qu'on vient en Europe, là? On vient de repartir une saison qui va se finir en mai. Il me semble que, je regarde en arrière de moi, là, ça fait 2 semaines qu'on a fini le championnat. C'est-tu juste un feeling de pandémie? Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu les Olympiques et l'Euro en même temps? Comment t'expliques ça, Jean? Non, je crois que c'est toujours comme ça, mais il y a des moments où c'est plus pointu. Il y a des Ouais, moments où il y a des petites choses qui se rajoutent, effectivement. Euro, Copa América, ben oui, c'est ça. tournoi olympique, on sort la saison pour certains même déjà repris parce qu'il y a des matchs de Coupe d'Europe repris alors que l'Euro n'était pas fini. Donc c'est un roulement. Tu rajoutes à ça évidemment la MLS avec son calendrier et tout. Ça s'arrête jamais. Donc ouais, tu as l'impression que ça raccourcit de plus en plus, quoi. Ouais, on faisait le match de la Real Sociedad le week-end dernier. On va en parler au cours de l'émission. On va également revenir sur ce qui s'est passé du côté du CF Montréal, mais les joueurs de la Real Sociedad qui étaient à l'Euro, qui étaient aussi à Tokyo et qui, là, écoute, c'est après quoi, une semaine peut-être d'entraînement, Yeah. encore là, peut-être juste une poignée d'entraînement, se déplacer au Camp Nou pour commencer le championnat. Vraiment, là, ça s'imbrique les uns dans les autres. Et, ben, comme dirait M. Pignon, ça n'arrête pas. Ben, nous autres non plus, on n'arrêtera pas. On va enchaîner tout de suite, si vous le voulez, avec notre segment à domicile avec une équipe du CF Montréal qui a offert bien des émotions, bien des rebondissements. Tu vas retenir quoi de la dernière semaine, c'est de ce fameux scénario catastrophe slash glorieux en fin de rencontre samedi au Stade Saputo où tu as eu besoin de 3 pénaltys, le même pénalty 3 fois, raté d'abord par Mason Toy, ensuite d'abord par Bjorn Johnson, ensuite par Toy, finalement converti par Wanyama, ou le match nul de 0-0 contre Cincinnati? Écoute, je vais retenir le match contre New York Red Bull. Le résultat, c'était un match très important puisque tu joues contre Mhm. un adversaire direct dans cette compétition pour la 7e place. Et très, très tard dans le match, tu n'avais pas la garantie de points. Donc, le fait d'être parti chercher ces 3 points-là, très important, et peut-être même, on peut dire, 6 points, parce que là, on voit même que Red Bull a gagné, mais est toujours à 5 points Exact. du CF Montréal. C'est très important. Ça permet véritablement de rester dans ce lot avec DC United, avec Columbus, avec Atlanta, d'équipes voilà, qui sont là, ils sont 4 pour 2 places. Il y a quand même un petit écart qui se creuse avec Philadelphie et Orlando un Mhm. peu au-dessus. Donc, je vais retenir ça en termes de résultats. On va voir dans quelle dynamique on peut être. On peut regarder ça froidement, 4 points sur 6. Mais dans le contenu, c'est certain qu'il y a quand même beaucoup de questions qui sont à être soulevées. Particulièrement contre les avant-derniers dans l'Est. Jean, on jouait contre Cincinnati mercredi, match nul de 0-0, où là, il y a plein de façons d'expliquer ce match-là, expulsion de Rudy Camacho en fin de rencontre pour un deuxième carton jaune. Tu te débrouilles à 10 pour les 20 dernières minutes de jeu. Il y a également ce qui s'est passé avant la rencontre. Ouais. Un problème d'avion a fait en sorte que l'équipe est seulement arrivée à Cincinnati à 15 heures. Ça, pour moi, les gars, là, ça n'a plus de bon sens. À ce stade-ci de la pandémie, puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut être négligent puis arrêter de respecter les règles ou les protocoles, mais si tu as été capable de voyager la veille pour aller à Salt Lake City quand tu partais de Miami plus tôt cette saison, là, tu traverses la frontière, tu as toujours des ennuis que tu peux rencontrer. Pourquoi pas autoriser de voyager la veille, surtout sachant, moi, je n'ai pas de problème. Si tu me prouves qu'il y a eu des problèmes à ce niveau-là en MLS cette année et qu'il y a eu des éclosions ou des absences dues au fait que tu as voyagé la veille, tu sais quoi, je vais lever la main et dire OK, c'est appuyé. On a l'impression là, que c'est juste tirer sur l'élastique en espérant que ça ne pète pas. Pour moi, Jean, ça a pété hier. Ceci dit, comme Seth vient de le dire, c'est dans le contenu, il y a une part de responsabilité qui revient dans la cour du CF Montréal qui a fait le strict minimum pour aller chercher ce 0-0-là. Ouais, strict minimum, effectivement. Ouais, d'abord sur la première partie de ta question, ouais,
pas beaucoup de sens, effectivement, cette histoire de déplacement. Et comme tu dis, j'attends de voir une raison pour laquelle, effectivement, ça n'aurait pas été possible de se donner cette marge de quelques heures supplémentaires ou d'une journée supplémentaire pour le déplacement. Pour la deuxième partie, oui, il y a un ensemble de facteurs qui font que il y a des choses à aller tirer du match et il y a un certain nombre de facteurs qui vont mitiger un petit peu le résultat. Oui, cette histoire de déplacement, l'expulsion, la fatigue, la chaleur, etc. N'empêche que durant une bonne partie du match, et là je viens plus sur le début et la première partie de la rencontre, il y a encore les mêmes problèmes. Encore les mêmes problèmes aussi, Sid les a soulignés. Ce sont des problèmes récurrents. Quand les résultats ne sont pas là, on s'accroche toujours en disant oui, mais il y a des bonnes choses. Quand les résultats viennent, on a toujours ce sentiment qu'il y a encore mieux à faire et que ça a été compliqué alors que ça aurait pu l'être un petit peu moins et tout. Ce que je vois là, c'est qu'il y a encore des problèmes offensivement qui se mal à être réglés. Oui, il y a encore effectivement des facteurs qui font que là, tu commences avec quoi, Ibrahim en pointe juste devant Mihajlovic et Torres, qui est clairement pas le meilleur setup que tu puisses avoir pour l'équipe sur ce genre de match-là. Mais il y a encore du gâchis offensivement, ou en tout cas un manque de clarté devant, et que si Cincinnati n'était pas dans les mêmes conditions offensivement, ça aurait pu mal se terminer, encore plus mal se terminer, clairement. Et ça, bien avant l'expulsion de Camacho. Oui, on va répondre aux questions qui nous ont été posées sur Twitter plus tard dans nos sujets chauds, Sid, mais une chose qui est beaucoup revenue, c'est maintenant que Mason Toye est absent pour une longue période. Et là, moi, à partir du moment où on nous a dit, c'était quoi? C'était au début de la semaine qu'on attendait l'IRM pour savoir ce que Mason Toye avait comme blessure et combien de temps il allait être absent. Là, à ce stade-ci, ils l'ont, la réponse. L'IRM est revenu. Là. Ça se fait très rapidement, ce genre d'évaluation-là, et qu'on nous dise que ce sera long. Bien, quand on nous disait 2 à 4 semaines pour Romel Kyoto, il y a quelque temps, on avait l'impression que c'était long. On ne parle pas du même échéancier. Moi, je ne serais pas surpris qu'on nous annonce que sa saison est terminée ou presque à Mason Toye. Donc, une des questions qui nous revient beaucoup sur Twitter, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis je te ramène à ce que tu disais la semaine passée. Ça, c'était avant les 2 derniers matchs et surtout la petite... je sais pas, la petite pointe d'égoïsme, je vais le dire comme ça, corrige-moi si c'est trop sévère, de Bjorn Janssen. Tu nous disais 5 ou 6 matchs encore de patience et après, on prendra des décisions. Puis là, la rotation d'effectifs ou la chance aux coureurs, on pourra la mettre de côté. Est-ce que tu restes sur la même position ou là, pour Janssen, l'échéancier vient de se raccourcir? Ou est-ce qu'au contraire, le fait que Mason Toye n'est plus là, tu es obligé de rester patient avec Janssen? Réponse D, toutes ces réponses. Je pense que d'une part, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Il coûte vraiment trop cher pour pas faire partie de tes plans. Il y a une fenêtre de mercato. Si tu penses que il va pas apporter à l'effectif, il faut prendre action parce que c'est le marché de la MLS et tu ne peux pas avoir un joueur de 1 million sur le banc. Et c'est les discours que je tiens, c'est pas contre Johnson, c'était le même discours pour Routy, c'est le même discours comme pour plein de joueurs qu'on peut citer qui ont des salaires qui font en sorte que ça devient... Il y a un coût d'opportunité. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec cet argent-là que tu ne fais pas en ce moment? Donc d'une part, oui, je pense qu'il y a de la patience. Il a un contrat de 2 ans, comme de ce que je comprends. Donc je pense aussi qu'il y a des joueurs qui ont monté en puissance au fur et à mesure. Parle maintenant. Instant de sa place en tant que titulaire. Je trouve que oui, c'est un joueur il est combatif, il a une bonne énergie, mais il y a eu 0 tir cadré. Je sais pas, c'est pas sa faute à Ibrahim, hein, mais il y a eu 0 tir cadré. Il y a eu, pour ceux qui regardent un peu les stats avancées, 0,30 chance de marquer pour CF Montréal. Ils sont même Non, pas dans le proches d'avoir dernier marqué tiers, il n'y a un. rien eu. Il y a Il y rien a eu. Et rien. tu sais quoi? Il y a L'action de Clément Baillat, qui n'a pas une super bonne entrée, après, ça s'est replacé un peu, mais Baillat est un peu sur la gauche du gardien.
seul. Exactement la même occasion que Zachary Broguillard a mis au fond des filets parce qu'il n'y a pas eu de tir cadré. Il y a eu un but quand même qui a été rappelé pour hors-jeu, mais c'est la seule fois où on a véritablement tenté. Clément Baillat qui tente de passer à un partenaire, je comprends que ce n'est pas sur les épaules de Baillat que doit reposer le fardeau offensif, mais c'était parfait. C'était un parfait reflet de comment l'équipe a approché ce match-là. On voulait juste pas frapper sur la cage adverse. Point, en arrivant en tir offensif. Et ce que j'ai toujours pensé par rapport à Zachary Broguillard, parce que là tu parles du rôle des pistons au travers de Bahia, c'est que c'est beaucoup leur faire porter sur les épaules. Je veux dire, on revient beaucoup sur cette action-là, sur ce but hors-jeu de Zachary Broguillard, mais j'ai envie de dire, et alors? Il y a des personnes sur le terrain dont la fonction première est de créer de l'offensive. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Pas grand-chose. Et là, maintenant, dans les pistes d'explication, est-ce que c'est les compatibilités? Est-ce que c'est les consignes? Est-ce que c'est la fatigue? Il y a beaucoup de choses à explorer. Mais ce qu'on constate surtout, c'est que de plus en plus, il y a une grosse difficulté à se créer suffisamment d'occasions de la part du CF Montréal. À domicile, c'est compensé. Je dirais que heureusement qu'ils sont revenus qu'ils ont les matchs à domicile parce qu'il y a une plus grande énergie qui fait en sorte que voilà, on arrive à forcer le destin. Mais tactiquement, c'est compliqué. Et je reviens encore une dernière fois sur les pistons. On n'a jamais les deux pistons qui fonctionnent. C'est pas lié à la qualité intrinsèque des joueurs. C'est vraiment tactiquement. C'est soit le match du piston droit. Jamais les deux. Les gens étaient surpris de la sortie de Chouanière à la mi-temps, mais j'ai envie de dire, il a bien défendu, mais c'est pas son rôle premier. Quand on fait un 3-5-2, c'est pas pour ça sinon on joue à 4, on met un latéral, il va défendre. Alors, si on veut un joueur de ce profil-là, c'est parce qu'on veut qu'il attaque bien. Donc, des gens qui ne comprenaient pas pourquoi il est sorti, mais explique-moi pourquoi il serait resté. Et c'est pas contre lui, c'est simplement que je trouve qu'on est très souvent asymétrique tactiquement et que rarement l'ensemble de l'orchestre comme fait sa symphonie. Et là, contre les avant-derniers de la Ligue, j'ai trouvé ça vraiment intriguant parce que à la mi-temps et à la fin du match, je me suis dit, mais je préfère faire le match de l'équipe de Yapstam. Ce qui n'est pas normal comme conclusion à la fin de, à la fin de ce type de confrontation. Mais je trouvais que Cincinnati, malgré tous les problèmes qu'ils ont, que Jean a souligné, a fait une performance plutôt solide. Ouais, de manière générale, je comprends ce que tu veux dire sur la saison, là, sur les joueurs de couloir. Samedi dernier, par contre, Zachary Broguillard a eu des bonnes occasions, Mathieu Chouanière a eu des bonnes occasions. Je trouvais que là, tu avais peut-être un petit peu plus d'équilibre. Un des problèmes que j'ai rencontrés, moi, de l'extérieur face à Cincinnati, c'est que Broguillard, oui, il a eu des occasions, mais il rentrait toujours vers l'intérieur, beaucoup plus souvent qu'à l'habitude. Mathieu Chouanière faisait la même chose, puis Sunusi Ibrahim revenait, décrochait. Il y a même une fois où on a vu Wilfrid Nancy lui crier après puis dire va jouer plus haut sur le terrain. Mais ça fait quoi? Ça crée une énorme congestion autour de Mihailovic, de Torres, qui n'ont pas l'espace pour travailler. Moi, j'aurais aimé voir Chouanière plus large, Basson plus large. Il l'a été un petit peu plus que Chouanière l'était. Zachary Broguillard plus large dans le couloir aussi, débordé et centré dans la surface. Moi, je pense que ça va ouvrir de l'espace pour tes gars au milieu. Et à quelque part, c'est eux qui sont supposés de faire le jeu. C'est eux qui vont débloquer à l'entrée du tir offensif les Mihailovic et Torres. Bref, ça va être très intéressant de voir ce qu'on fera du côté de Philadelphie samedi prochain. Entre-temps, Jean, il y a un gars qui est parti, qui a demandé de partir, en fait, Clément Diop, qui était en fin de contrat à la fin de l'année. Il n'y avait pas d'option à son contrat. Et là, on apprend qu'il a demandé de faire casser cette entente, ou du moins ce qui en restait. Comment tu interprètes ça? Comment j'interprète je pense que c'est quelque chose vers lequel on se dirigeait quand même. Là, on le sentait venir depuis un bout de temps, clairement. Je pense qu'au club même, on sentait que la situation était un petit peu chaude, d'où la position et tout ce qui a entouré un petit peu le statut de Pantémis en début de saison, ou en tout cas très rapidement dans le début de saison. Et je pense qu'on était, sans peut-être l'avoir clairement dit, et encore, je pense qu'on a touché le problème à plusieurs reprises ici. On s'avançait tous vers une hypothèse où Diop ne serait plus là et ne terminerait pas la saison. Donc, je ne suis pas surpris. Deux, je pense que le club s'est mis à l'abri quand même suffisamment tôt. Ce n'est pas quelque chose qui
qui dans d'autres circonstances ou à un autre moment aurait été catastrophique, ça n'allait pas là du tout. Je pense que le club s'est mis à l'abri, avait quand même bien envisagé la possibilité. D'un côté, c'est dommage parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'inachevé avec Diop, clairement. Maintenant, quand tu n'es pas certain du statut d'un gars qui a 27 ans, je pense qu'il y a un problème, hein, clairement. 27 ans, c'est le moment où tu es gardien et tu sais exactement où tu es dans le monde. Donc, je pense que là, il y avait comme un questionnement. À partir du moment où il y a un questionnement, On a un petit problème technique avec Jean. C'est juste pour enchaîner là-dessus. Je trouve ça intéressant la formulation de Jean qui dit à partir du moment où tu n'es pas certain sur ce que tu es ou ce que le gardien est à 27 ans, il y a un problème. Moi, je pense qu'on sait exactement ce que Clément Diop est. Un très bon numéro 2. On ne sait pas si c'est un numéro 1. Et c'est là que tu te retrouves en difficulté avec un gardien de 24 ans, Pantémis, qui pousse, 23 ans, Breza, qui est relativement impressionnant, même s'il est loin d'être parfait. Le gars, il commence. Là, il est à ses premières minutes, pas ses premières saisons chez les pros, à ses premières minutes vraiment en première division. Tu as Jonathan Sirois qui pousse derrière, qui a une bonne campagne en CPL, qui a encore une grosse marge de progression à aller chercher pour arriver à faire la même chose en MLS. Mais est-ce que tu es surpris, toi, de voir le timing de cette affaire-là? Parce que, comme Jean le disait, partir à la fin de l'année, OK. Maintenant, partir là, demander de casser ton contrat sans qu'on entende qu'il s'est replacé ailleurs, là, c'est pas ça l'histoire selon ce qu'on comprend. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as interprété? Est-ce que c'est une surprise? Je suis d'accord avec Jean. Non, pas vraiment. Effectivement, on a Qu'il une parte là, vous n'êtes situation pas surpris de le que voir casser son contrat maintenant? Je suis super, je suis étonné de vous entendre dire ça. là, il y a eu un point tournant avec cette blessure à DC United qui a accéléré beaucoup l'échéancier du club et on n'a pas senti que on avait envie de retourner en arrière, si je puis dire. Il s'est remis sur pied beaucoup plus tôt que prévu Mhm. et ensuite il y avait comme toutes sortes de petites choses de petits détails qui faisaient comprendre que le club avait déjà avancé. Par exemple, il n'y avait aucune communication pour son retour au jeu. Ça, comme je sais que tu étais à l'entraînement, je ne sais pas s'il était déjà présent ou il était déjà en train de faire ses affaires à ce moment-ci, mais moi, la semaine passée, j'étais à l'entraînement. Il fait l'entraînement de gardien et de groupe avec contact et Ouais. tout, etc. Sans aucun problème. Mais il n'y a pas aucune communication du retour au jeu, il n'y a rien finalement qui fait qu'on ne fait pas la discussion sur pourquoi c'est lui qui est sur le banc lors du match contre New York Red Bull si ton gardien numéro 1 est apte. Il y avait ces petites choses qui, quand on prend plein de petits grains de sable à gauche, à droite, qui font en sorte que on était déjà passé à autre chose du côté du club et ce faisant, sachant qu'il n'y a pas de prolongation, sachant que les prolongations d'autres joueurs ont été souvent pardon, les propositions de prolongation ou les annonces ont été souvent faites en fin de saison et vraiment très tardivement. C'est le style Mhm. d'Olivier Renard. Il était très clair pour Clément Diop qu'il faisait pas partie des plans. Donc, je suis pas surpris de ça. Je crois par exemple que s'il se blesse pas, il finit la saison en tant que numéro 1. Là, ça a été un problème et c'est dans la personnalité du gardien. Euh, je comprends qu'il se dit, bah écoute, je vais me donner mes options parce que je fais pas partie des plans du club, tout simplement. Ben, si c'est ça pour la suite, moi, j'ai hâte de voir parce que Clément Diop, à quelque part, est-ce que c'est un numéro 2, un numéro 1 ailleurs? Moi, j'ai vraiment un gros point d'interrogation, les gars. Je suis vraiment pas convaincu de ça. Et dans le fond, là, ce que j'entends, ce que je déduis, c'est qu'il n'était pas prêt à vivre le rôle de numéro 2 sur la fin de saison. Donc là, peut-être que tu contrôles ton narratif puis tu dis, j'ai été blessé, il y a eu des trucs, le club a voulu aller avec des plus jeunes, des gars locaux en plus. Peut-être. Mais en même temps, c'est un long shot là, parce que justement, tu es un gars qui revient de blessure, qui n'a pas joué depuis le mois de mai. Très hâte de voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines, les prochains mois du côté de Clément Diop. Entre-temps, Jean, du côté de la MLS, on a décidé de compenser les joueurs d'Atlanta pour le gros méchant Gabriel Heinze qui les a pas bien traités avant son départ, son limogeage à Atlanta. moi, je trouve ça extraordinaire.
trouve ça extraordinaire. J'ai pas vraiment vu écho trop de cette nouvelle-là en Europe ou ailleurs, mais ce serait complètement, ferait halluciner tout le monde avec cette histoire-là. Des joueurs qui sont compensés parce que leur entraîneur contrevient à certains articles de la convention collective. C'est fantastique. Mais c'est génial. Hein. Je suis vraiment content et heureux de voir que ça se passe comme ça parce que c'est fort. C'est vraiment fort. Mais est-ce qu'il y a un endroit où ça s'est déjà produit de cette façon-là? J'ai pas vraiment souvenir comme ça. Et donc, c'est un grief de plusieurs joueurs, des joueurs d'Atlanta, contre certaines conditions imposées par Gabi Heinze lorsqu'il était entraîneur de l'équipe, qui portent essentiellement sur les jours de récupération. C'est-à-dire que dans la convention collective, il y a certaines règles par rapport aux jours de récupération. C'est-à-dire que tu dois avoir 8 journées de récupération sur un espace de 8 semaines, je crois. Et tu ne peux pas être, par exemple, 14 jours sans avoir au moins une journée. Avec NG, ce n'était pas le cas. C'était on s'en fout, etc. Plus d'autres petites choses, c'est-à-dire convoquer les joueurs pour venir au centre d'entraînement au dernier moment, faisant ça de façon répétée et quasiment volontairement. Il y a eu des problèmes d'horaire jamais affichés, c'est un peu pour garder les gars sous pression et être toujours les forcer à être un petit peu dans l'expectative et pas savoir. Bon, il y a eu un autre problème, et là je pense que c'est un petit peu. Là, on arrive à autre chose, c'est les empêcher de boire, d'avoir des bouteilles d'eau à disposition. Là, ok, là ça devient du délire. Mais non, c'est incroyable qu'il y ait cette provision qui permette de protéger et d'aller vers les droits des joueurs. Je trouve ça vraiment absolument incroyable. Alors, Heinze, d'un autre côté, Heinze, je beaucoup comme joueur, je vois très bien où il vient. Il vient de l'école Passarea, c'est carré, qui a donné un gars comme Simeone. Il faut savoir le faire. Tu ne le fais plus comme ça en 2021 et tu ne le fais certainement pas comme ça en MLS parce que c'est complètement délirant. Et lui, non, il est rentré, il a dit bon, ben, ok, ça va être à la dure, ça va être. Ce qui l'a amené d'ailleurs au clash avec plusieurs joueurs, ce qui l'a amené à être complètement isolé par rapport au reste du staff. Et comme les résultats venaient pas, il a été viré. Mais ce qui est important, c'est que les joueurs se sont plaints en vertu d'une convention collective qui leur donne ces droits-là et que la MLS et le club d'Atlanta se sont arrangés pour que les joueurs puissent être compensés financièrement. Et là, je ne parle pas d'un Joseph Martinez, mais je pense aux gars qui sont à l'entraînement tous les jours, qui sont obligés de faire et qui, eux, effectivement, sont sur le minimum de salaire, ou en tout cas pas des trucs mirobolants. Et eux, ouais, c'est bien qu'il y ait quelque chose, et ça, tu vois l'importance de la convention collective, c'est qu'il y a quelque chose qui travaille pour eux et qui va les protéger. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Je serais très curieux de savoir parce qu'il y a plusieurs joueurs dans ce vestiaire-là qui étaient contre les méthodes de Gabriel Heinze et qui étaient très heureux de le voir partir. Il y en a une poignée, par contre, qui l'aimaient beaucoup. Je me demande s'ils ont pris la compensation ou s'ils ont dit non, en guise de solidarité, moi, je vais la donner à quelqu'un d'autre ou à une œuvre de charité. Tiens, ce serait une question intéressante à poser si on était en Georgie. Les gars, on va enchaîner avec notre segment en temps additionnel. Sid, est-ce que c'est juste pour 2021, cette tendance qu'on voit dans le marché des transferts cet été de gars, là je parle pas juste du Paris Saint-Germain, là, de gars sans contrat, des transferts gratuits, et finalement, ça te permet d'empocher beaucoup d'argent à la signature, puis avec ton contrat en termes de salaire? Non, c'est une bonne proposition, comme d'empocher beaucoup d'argent à la signature. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui se disent que maintenant, la façon de gérer leur carrière va être différente, ou lorsqu'on a la possibilité, déjà maintenant avec le nouveau règlement de l'UEFA, de pouvoir négocier 6 mois avant la fin de son contrat, de
d'avoir un levier supplémentaire pour aller chercher plus d'argent, pas simplement avec ton salaire, mais aussi avec la possibilité d'une prime à signature qui, dans un Mhm. contexte économique difficile pour les clubs, se retrouve à être une façon plus intéressante que de l'argent qui aurait été envoyé à un autre club, parfois un Ouais. concurrent, se retrouve en portion, parfois juste 30%, 20% de cet argent-là, à être payé en compensation prime à signature. Donc, on mentionnait les joueurs du PSG, comme il y a quand même Wijnaldum, Ramos, Ouais. Donnarumma, qui ont différents âges. Je veux dire, Donnarumma, il a juste 22 ans, si je m'abuse, qui arrivent jusqu'à Est-ce que tu viens. l'expiration. Attends une seconde. Est-ce que tu viens d'oublier Lionel Messi, toi, là? Ah oui, effectivement, Lionel Messi, qui... Mais Lionel Messi, C'est pas c'est pareil. intéressant. Non, mais non, c'est que c'est pareil, c'est un peu on a un cas similaire avec Mbappé, du fait que, les clubs ne sont pas prêts à les vendre, tout Ouais. simplement. Donc même dans des situations où, tout indique qu'il devrait être vendu, comme, ça a été le cas pour Messi l'an passé et comme c'est le cas pour, Mbappé cet été, les Ouais. clubs veulent profiter d'une année de leur talent et d'une année supplémentaire pour faire des pitchs de vente afin de réussir à les prolonger. Sauf que la situation a changé. Les joueurs ont conscience de ce pouvoir-là. On voit vraiment de plus en plus de joueurs. On a par exemple là, en ce moment, Umtiti refuse de quitter le Barça. Barça. Il y a des offres sur la table pour lui. Mhm. Il n'est pas intéressé. On a un cas récemment en France, à Toulouse, où un joueur a été mis en réserve. Il y a eu des offres pour le vendre. Il refuse de partir. Et il sait que s'il part plus tard, l'argent sera pour lui et non pour le club. Donc je pense que c'est une tendance très lourde qui arrive sur le marché du transfert, qu'on voyait parfois utilisée par exemple par des clubs comme la Juventus, qui lorsqu'ils étaient encore en train de financer leur stade, avaient été partis chercher je sais pas moi, des Ramsey, Mhm. Dani Alves, des joueurs comme ça, avec un certain statut, mais qui arrivaient à échéance de leur contrat. Pareil pour Rabiot notamment. Mais on voit maintenant d'autres clubs qui font ça. Certains le font pour un autre profil de joueurs. C'est les joueurs qui n'ont pas encore signé avec leur club formateur. Donc, à l'âge de 18 ans, vraiment, ils se ruent sur ces joueurs-là qui n'ont pas encore signé leur contrat pro. Bayern est excellent à faire ça. Et tout ça, en fait, tout ça sont des stratégies différentes, mais qui sont en train de transformer massivement le marché des transferts, sans compter encore les prêts avec option d'achat, Ouais. comme là, Locatelli qui a été transféré de Sassuolo à la Juve, un prêt de 2 ans, 35 millions, opération d'achat obligatoire. Enfin, on est de plus en plus dans des choses un peu particulières, et les joueurs aussi veulent leur part du gâteau, et le font avec tous ces transferts. Je vais dire pas les transferts justement, ces échanges de contrats pour chercher une prime à la signature. Ce qu'on comprend par contre, Sid, c'est que tu as une strate de joueurs qui a beaucoup de pouvoir. Je comprends, tu me donnes le cas de Umtiti, mais le cas à Toulouse dont tu parles, à quelque part, ça peut devenir un bras de fer qui vire vraiment mal pour un joueur parce que si les clubs disent, nous, il faut que tu t'engages avec nous avant le début de la saison, si ton contrat vient à échéance l'été prochain, sinon, on va t'envoyer en réserve, puis là, tu vas avoir passé 8 mois sans jouer un match pro. Essaye de trouver un nouveau contrat ou un meilleur club pour la suite, là, c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Je suis d'accord avec toi, on est en train de rétablir. C'est comme si c'était des nouvelles règles du jeu qui s'en venaient. Ça me fait penser un peu, puis on n'est pas là encore, loin de là, mais à la NBA. Tu sais, la NBA, les joueurs ont compris comment manœuvrer puis quasiment choisir les gars qui viennent jouer avec eux, choisir leur club aussi. Ils ont beaucoup de pouvoir. On s'en va un peu vers ça du côté du foot, mais pour un certain groupe de joueurs. Les gars en NBA, ils ne sont pas 30, 40 sous contrat dans une équipe comme c'est le cas à Chelsea ou au Barça, par exemple, Sid. Juste un point, effectivement, c'est que le rapport de force est très différent. Par exemple, en ce C'est moment, ça, exact. Moriba, qui est un très jeune de la Masia, ne veut pas prolonger son contrat.
Et le Barça veut absolument s'en débarrasser maintenant, parce que s'il ne prolonge pas, on va le perdre gratuitement. Donc, pour certains joueurs, le club a ce pouvoir sur eux et se disent, mais attends, si tu ne prolonges pas, c'est pas vrai qu'on te perd gratuitement, il faut absolument que tu partes. D'autres Mhm. joueurs, on se dit, est-ce que je préfère peut-être perdre Haaland gratuitement, mais bénéficier de ces 2 ans Ouais. de haut niveau, versus le 90 ou 120 millions que j'irai chercher. Enfin, il y a toujours, et c'est toujours un peu un arbitrage qui se fait très différemment. Il y a une façon, il y a la notion d'amortissement d'un salaire est maintenant perçue très différemment par rapport aux rentrées d'argent liées à un transfert. Ouais, parce que amortir 120 millions d'euros pour, on le répète, là, un gars, ça devient un exercice comptable assez intéressant, merci. Jean, je le disais tout à l'heure, on a eu l'occasion de commencer notre couverture de la Liga sur les ondes de RDS le week-end dernier. Real Sociedad en visite au Camp Nou. Le Barça l'a emporté 4-2. Ça peut être sur ce match-là ou sur le championnat espagnol de manière générale. Tes constats de la première journée en Espagne, c'est quoi? Bah, c'est que c'est d'abord, ouais, on va revenir sur Barcelone parce que, bah, pour la d'abord raison, on a pu voir le match en entier. C'est là-dessus quand même qu'on peut baser un petit peu nos opinions. Barcelone qui est vraiment bien, vraiment très bien, effort collectif, gros travail à la perte du ballon de contre-pression, toujours essayer de se mettre vers l'avant. Saute de concentration à 3-0, c'est un peu normal et ça a failli leur coûter cher. Mais sinon, c'est du très positif et c'est à mettre donc évidemment en corollaire en rapport avec ce qui s'est passé quelques heures avant, c'est que Piqué a décidé, accepté Mhm. de réduire de façon extrêmement radicale son salaire, qui a permis de libérer, de donner suffisamment d'espace pour pouvoir entériner les signatures de Memphis et de Eric Garcia qui ont pu jouer alors que 24 heures avant, c'était pas possible. Et ce qui fait que Piqué est devenu, il était déjà, mais est devenu Héros national. l'incroyable idole et le sauveur. Et Ouais, donc, c'est et ça va juste, Jean, parce que c'est parfaitement dans la foulée, dans un contexte différent, parce que c'est un joueur qui est déjà au club, mais c'est dans la foulée de ce que Sid disait, c'est cette nouvelle ouais. réalité comptable avec les contraintes et aussi la notion de responsabilité, parce que là, au Barça, il ne faut pas prendre les supporters pour des cons non plus. Là. La situation financière est catastrophique au point où tu n'as pas été capable de faire jouer Lionel Messi à qui tu avais offert un contrat, tu t'étais entendu avec lui. Donc, c'est majeur ce que Piqué vient de faire parce que lui avait un contrat basé sur les anciennes règles, puis là, il vient de s'ajuster à la nouvelle réalité de 2021. Puis les gars que tu voulais amener dans son équipe cette saison, tu l'as dit, là, 24 heures avant, tu ne pouvais pas faire jouer ses coéquipiers. C'est fou, là, la situation au Barça. Non, complètement absurde. Et bon, tu as encore le cas d'Agüero, je pense, à régler parce qu'il ne l'est pas. Quelque part, sa blessure est une sorte de tampon qui va Bénédiction. Ah probablement ouais. bénéficier à tout le monde. Non, c'est incroyable, c'est fantastique de la part d'un joueur. Alors, il y a toujours ce discours qui vient avec en disant, ouais, mais multimillionnaire et... Non, stop. Le gars, tout le monde fait un peu sa part, etc. Non, Barcelone ne fait rien du tout. Hein, on est d'accord pour dire que tout vient du joueur là et que c'est lui Mhm. qui vraiment unilatéralement accepte quelque chose pour faire avancer le collectif. Ok, bravo, respect. Et c'est pas une question c'est vraiment pas une question de dire oui, mais lui, il n'est pas à X millions près, etc. Si, c'est un joueur de foot professionnel qui perçoit un salaire. C'est pas lui qui dirige le flux et la situation économique du football actuellement. Lui, il en est, il cherche à en profiter comme il peut aussi et selon le talent et selon ce que lui, avec ses capacités, est capable de mettre, qui est beaucoup. Donc là-dessus, je ne rentre pas dans cette discussion-là. Je veux juste dire, OK, bravo, c'est impressionnant. Maintenant, attention, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une habitude, une règle, parce que tu ne vas pas dire que n'importe quel club débarque et puis dise ah ouais, mais lui, il l'a fait, pourquoi toi, tu ne ferais pas un petit effort non plus. Parce que là, on va rentrer dans une situation qui va être wow.
Ouais, et c'est là où ça devient intéressant de voir l'attachement des joueurs pour leur club, parce que Piqué a été Là aussi. formé au Barça, parti à United, revenu par la suite. Je ne suis pas certain qu'un gars qui est arrivé il y a 2 ans et demi prenne le même genre de décision. C'est un jugement de l'extérieur, là, mais c'est ce Tout que à je fait. pense. Sid, peut-être en une petite minute, toi, je sais que c'est un très petit échantillon, un seul match de jouer dans le championnat espagnol qui a commencé le week-end dernier. Si tu avais un ou deux constats à faire, ce serait lesquels? Bon, j'ai une petite curiosité par rapport au Real Madrid d'Ancelotti, donc de voir Gareth Bale titulaire notamment. On parlait des joueurs libres, Alaba en est un qui est arrivé libre Mhm. et qui a joué avec le Real Madrid. Puis j'ai trouvé quand même une belle équipe, en tout cas sur papier. Hazard aussi était là. C'était un peu compliqué, je veux dire, c'était pas, on n'est pas, on a, je trouve que physiquement, c'est une équipe qui est pas dans le rythme, Mhm. mais enfin, tout est écrit pour que c'est une équipe enfin, pour la montée en puissance. Le groupe est trop, pas le groupe, le 11 plus 3 est vraiment trop beau pour qu'il n'y ait pas vraiment une vraie montée en puissance de cette équipe-là. Donc, non, il y a une belle curiosité, même si c'était un peu compliqué. Puis, après, la situation a fini par se débloquer du côté des Madrilènes. 11+3, j'ai l'impression d'entendre parler d'une équipe dans les années 70 où tout le monde avait ses numéros de 1 à 14, puis ça ressemblait à ça. Puis si tu Non. avais 12, 13 ou 14, tu faisais partie du +3. Je sais que c'est pas ça que tu veux dire, mais je comprends très bien Non, non, non. ton, euh, Mais ils sont ton pas point. et juste pour, ils sont pas aussi en vue que d'autres Mhm. effectifs qui sont purement doublés et donc c'est pour ça que je voulais faire la petite nuance sur le fait Ouais, ouais. qu'effectivement le banc du Real Madrid est un peu plus faible comparativement aux très, très, très gros, mais ils ont 14 joueurs très intéressants et je pense que si s'ils sont épargnés par les blessures, on pourra compter sur eux. Triste nouvelle, Jean, au cours des derniers jours, décès de Gerd Müller. Qu'est-ce que la planète foot perd avec ce décès de Müller? Wow. Un exemple parce que c'est vraiment, je pense, l'un des joueurs qui a été la quintessence de son poste. C'est-à-dire qu'il y a attaquant de pointe, buteur, pur, Mhm. pur. Il y a rien qui dépasse. Il y a pas un joueur qui a réussi, qui a été aussi représentatif et aussi purement buteur que Gerd Müller. Un gars qui lui rentrait sur le terrain, les 6 mètres, hein, pas forcément la surface, les 6 mètres, c'était à lui. Parce que lui, il était là, marqué, 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 au point où il en avait fait une, pas simplement instinctive, c'est qu'il savait, il comprenait tout. Il était capable de prévoir les mouvements, de s'ajuster. C'est surtout, je pense, sa capacité à toujours être capable de récupérer quoi que ce soit qui passe et le Mhm. transformer en but. Et quand je dis les 6 mètres, c'est parce que il s'en foutait, lui, de mettre enfin, jamais, très rarement, mettre une frappe ou de loin ou une volée ou quoi que ce soit. Lui, il se jetait. Tu regardes des images d'archives de lui, on va voir plein de buts où il se jette, où il est en taclant pratiquement même au point d'arriver sur la ligne de but avec le ballon. Les ballons s'arrêtaient des fois juste après la ligne de but d'ailleurs, mais il marquait pied droit, pied gauche, de la tête, de la cuisse, des fesses. Lui, il était capable de tout utiliser. Et ça, c'est aussi incroyable parce que c'est le premier vraiment attaquant pur qui a été capable d'utiliser son corps et son déplacement et sa gestion de l'espace pour être toujours le plus efficace possible. Et tous les records qu'il a eus, bon, qui sont tous battus maintenant ou quasiment, Mhm. ont tenu 30, 40. Certains ont été battus qu'il y a 4, 5 ans, alors qu'ils ont été établis il y a 50 ans maintenant. C'est vraiment, je pense, la quintessence de l'avancante d'une époque, parce que c'est plus trop possible aujourd'hui, mais qui était vraiment représentatif d'une époque, à un moment où le football a connu un grand bond en avant. Bayern, Mhm. équipe d'Allemagne, au même moment, tu avais les Pays-Bas, là, c'est un bond qualitatif dans le football et dans son universalité, parce que tout le monde était complètement hypnotisé par ces deux équipes-là. Et Müller est l'un des joueurs
bon, et clairement, il y avait Beckenbauer, il y avait Maier dans cette équipe-là. Il y avait d'autres joueurs du côté, par exemple, de l'Ajax des Pays-Bas qui étaient des vedettes mondiales, mais planétaires. Mais lui était peut-être la quintessence de l'attaquant pur, pur. Oui, et pour les plus jeunes qui nous écoutent en ce moment, qui se demandent de comment ça peut être la marque de commerce d'un attaquant d'avoir des ballons qui dépassent tout doucement la ligne de but, qui vont même pas au fond des filets. Il faut se rappeler qu'à l'époque de Gerd Müller, les 6 mètres étaient pas mal plus boueux, vaseux, tout croche qu'ils le sont maintenant. Ça n'a pas toujours été des billards dans la surface de réparation pour les attaquants. Sid, avant qu'on passe au sujet chaud, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'avais une question pour Jean. Aujourd'hui, un joueur comme Gerd Müller, comment il serait perçu alors, il y a à la fois beaucoup d'emphase sur l'esthétisme, sur l'élégance, sur après le dribble et toutes sortes de dérives, mais aussi à la fois une énorme emphase sur la statistique. Donc, aujourd'hui, un joueur comme Müller, comme selon toi, quelle serait la perception qu'il aurait dans le grand public? C'est quoi on serait plus dans quel côté du spectre pour apprécier ce joueur-là? Oh, je pense qu'on rentrerait, je pense qu'on apprécierait de façon incroyable, justement, sur ce côté statistique, parce que c'est l'un des attaquants avec le plus près, je pense, du un but par match. Il était légèrement en dessous, alors que c'est quelque chose d'impensable aujourd'hui. Tu vois des joueurs qui marquent même régulièrement, mais pas avec cette régularité-là, match après match après match. Et je pense que c'est là-dessus qui serait aujourd'hui, et à valeur égale, hein, un Gerd Müller efficace et totalement au fait du jeu aujourd'hui. C'est un gars qui serait reconnu comme je dirais, l'absolu du buteur au niveau statistique. Parce que, justement, c'était incroyablement sa force, c'était de transformer n'importe quel ballon en but ou en occasion de but. Expected goal, là, bon, gars, ça grimperait au rideau, quoi. On va enchaîner avec nos sujets chauds, les gars. Et justement, Sid, parlant de statistiques, d'attaquants purs, d'esthétisme, il y a Justin Carrier qui nous demande quelle sera la prochaine destination de Robert Lewandowski qui est présentement en quête de nouveaux défis. Déjà, c'est toute une bombe. Merci à je nous en parler, puisque j'étais assez surpris de voir la communication de Sky Sport au sujet de Robert Lewandowski, donc, qui a d'ailleurs battu le record de buts en Bundesliga cette année, qui était détenu par Gerd Müller avec son 41e but. C'est souvent quand on bat des records qu'on prend conscience des accomplissements. Nouveau défi, je le sais pas, il y a tellement de directions possibles et inimaginables pour lui. Je pense que l'Espagne peut être un championnat très intéressant pour Lewandowski. Donc bon, qui dit Espagne, bah, c'est Barça Real. Mais Real je Salt dirais que Lake, non? Ouais, peut-être. Mais je te dirais que je me donnerais peut-être un peu déjà un 24 heures pour digérer cette nouvelle et voir s'il n'y a pas des formes de démenti. Parce que c'est tellement un joueur qu'on a l'impression qu'il est arrivé au bout, comme beaucoup de joueurs du Bayern de Munich, dans le sens que des plus grands clubs que le Bayern, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc l'intérêt d'aller ailleurs, il est assez faible. Donc c'est surprenant, mais je pense que l'Espagne lui convient mieux, d'ailleurs à ce stade-ci de sa carrière, que l'Angleterre. En même temps, je fais des blagues avec le Real Salt Lake, mais à l'époque, c'est sa femme, si je ne me trompe pas, qui avait parlé des États-Unis comme destination potentielle. Et là, si tu parles de nouveaux défis, ça ne veut pas nécessairement dire que tu montes sur l'échelle des clubs non plus. Ça peut être de vouloir aller découvrir un nouveau championnat, d'essayer de battre des records en MLS. Bref, ça va être très intéressant à suivre. Jean, il y a Damien Meunier maintenant qui pose une question qui est 100% destiné à Jean Gounel parce qu'aux 6 mois, il faut que tu nous expliques une nouvelle compétition. Que penser de la nouvelle compétition européenne, la Europa Conference League? OK. Bon, donc c'est une compétition qui va venir une coche en dessous de l'Europa League, donc ouverte à des clubs qui généralement sont plus au milieu de tableau, ou en tout cas beaucoup moins
relever, surtout des clubs venant de pays moins cotés, pas parmi les premiers, Des clubs pas dans les moldaves, premiers. mettons. Pardon? Des clubs moldaves, mettons. Par exemple, voilà. Et l'idée, c'est de leur offrir une plus longue possibilité, un parcours plus long au niveau européen, parce que clairement, ce sont des clubs qui sont un petit peu la chair à canon des compétitions européennes, parce que ils sont là, sans vouloir être trop méchant, mais pour faire le nombre, et tu sais très bien que leur espérance de vie est extrêmement Ouais. limitée. Donc c'est pour permettre un petit peu à ces clubs-là de continuer un peu plus loin, leur permettre aussi d'avoir d'autres possibilités financières, parce que c'est De revenus. relativement bien rémunéré à peu près au même niveau que l'Europa League. Donc permettre à des clubs comme ça d'avoir une plus solide expérience européenne, qui offre un brassage un peu plus large aussi, parce que les clubs, ça ne veut pas dire que certains clubs des pays mieux cotés ne participent pas. Regarde, tu as Tottenham qui est inscrit là en conférence, donc en Europa Conférence, donc c'est pas mal. Tu vas voir certains clubs comme ça, mais c'est surtout pour disons la couche en dessous. Il va y avoir certainement au fil des ans, on va voir sans doute des allers-retours entre l'Europa League et la conférence, comme on voit entre la Ligue des Champions et l'Europa. Donc, je pense que c'est une façon un petit peu d'ouvrir un peu plus l'élargissement européen, ce qui est intéressant parce qu'au départ, la Coupe d'Europe voulait être plutôt une récompense pour une élite. Aujourd'hui, c'est un petit peu la porte ouverte pour que tout le monde puisse y participer, qui était d'une certaine façon aussi l'idée, voilà, ça peut dire loin, mais l'idée de la Coupe des villes de foire un petit peu avant, qui était d'ouvrir, qui était l'ancêtre de la Coupe UEFA, mais qui était d'ouvrir l'espace européen à un peu plus d'équipes. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Il va falloir un petit peu voir comment ça va être. Comment ça va avancer et évoluer à la pratique. Mais je pense que ça va être intéressant à suivre. Oui, il va y avoir des équipes qui vont peut-être être un peu moins. Ça va être moins glamour, moins bling, certainement, que les deux autres. Hein. Mais par contre, ça nous donnera peut-être la possibilité de voir certains clubs, de s'intéresser à un certain nombre d'autres perspectives et aussi d'ouvrir un petit peu les marchés de foot et de joueurs vers des pays qui étaient un petit peu moins focalisés par. On a toujours le même petit monde de pays vers lesquels on se dirige au niveau, quand on parle de recrutement, quand on parle de transfert de joueurs. Ça ouvrira peut-être un petit peu la porte aussi à ça. Oui, parce que tu parles de pays un petit peu plus en marge. Je parlais de la Moldavie tout à l'heure, juste pour tous les fans du championnat moldave qui nous écoutent en ce moment. Je mettrais tout à fait les clubs irlandais dans cette catégorie-là parce qu'ils vont toujours faire un petit bout de Ligue des champions, puis finalement éliminés, ils ne réussissent jamais à être invités à la danse à proprement dit. Et je pense que c'est le cas classique d'un championnat qui pourrait profiter de cette nouvelle compétition. Il y a Gaëtan Dupont maintenant, les gars, qui nous pose une question un peu plus personnelle. Ça n'arrive pas très souvent, mais je l'ai trouvée intéressante. Puis peut-être pour raconter notre histoire d'amour avec le foot ou peut-être un club en particulier. Gaëtan nous a demandé, question pour vous trois, quel est votre club de cœur? En fait, je le sais, puis Sid, on a eu l'occasion de se parler de ça dernièrement. Tu parlais de l'Euro, puis du fait qu'à partir du moment où on arrive dans les médias, il y a peut-être une distance qui s'installe, puis on a davantage un chapeau d'analyste que de supporter. Mais plus jeune, le premier club que tu as supporté, Sid, puis les raisons pour lesquelles tu es tombé avec ce club-là, c'était quoi? C'est pas un club, c'est une nation, c'est le Cameroun. J'en ai beaucoup parlé. Mes parents sont camerounais. 1990, moi, c'est mon premier contact avec le football, et c'est une victoire contre l'Argentine de Maradona, qui c'est le joueur dont tout le monde parlait le plus, et tout le monde pensait qu'on allait prendre une raclée. Et j'ai jamais vu ma famille aussi anxieuse, puis j'ai jamais vu ma famille aussi heureuse. Et c'est vraiment un souvenir que j'ai en Mondovision. C'est
assez fou à quel point j'ai toutes les images très claires. Et en fait, j'ai compris par la suite que j'avais les cassettes de ces matchs en VHS et que je les regardais très, Ah très ouais. souvent. Donc, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas normal que je me souviens exactement de tous les buts de Cameroun-Colombie, genre comme du match contre l'Argentine, les pénaux qu'on a perdus contre l'Angleterre en quart de finale. Je connais toute la compétition par cœur. Et mes parents m'ont dit, mais c'est normal, tu l'as regardé en boucle pendant les 7 prochaines années de ta vie après. Ah, d'accord, ok, parce que je me trouvais assez jeune. Donc, c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est Cameroun 90. Puis après, c'est un peu comme tout enfant des années 90 de l'époque, j'étais bercé par les parcours je parle du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, de Marseille, le gros traumatisme de 93, où les 2 fois je vais me coucher à France-Israël et à France-Bulgarie, et les 2 fois on mène au score, mais quand je me réveille, on a perdu et on ne fait pas la Coupe du Monde 94. C'est des choses voilà, qui ont marqué. Pour moi, c'est vraiment le foot des nations a très très rapidement marqué mon imaginaire lié au football, et c'est pour ça que j'ai un attachement très très fort pour le foot des nations et tout ce que ça représente. Ça m'a fait permettre de plonger dans l'histoire aussi de beaucoup de pays, dans beaucoup de géopolitique, dans beaucoup de cultures, etc. Pour moi, non, je veux dire, c'est même là, je veux dire, quand je parle de France-Bulgarie, je ne vais même pas recommencer tellement c'est un traumatisme. Mais En, en cette époque, 93, en ouais. 93, Sid, quand tu es allé te coucher, tu es revenu, c'est un scénario inverse à ce que tu as vécu avant le dodo. Tes parents ont eu besoin de combien de temps pour te convaincre d'aller te coucher à partir de là? C'était une règle en fait environ au niveau de la 70e minute où j'allais me coucher, mais ce qui était intéressant, c'est que parfois il y a des matchs, il y a comme le coup franc de Koeman en finale de Barça, quand le Barça gagne sa finale, mais tu sais, juste avant, je vois le but, puis je dis, voilà, il faut que tu ailles te coucher, donc je voyais pas les cérémonies notamment souvent, mais c'était drôle justement d'avoir cette chose-là, de comprendre que dans le foot, il se passe de quoi après que tu aies quitté quand même ton écran, mais plus jeune, plus tard, j'ai quand même vécu la victoire de Manchester, hein, comme en Uh-huh. 99. Mais c'est drôle moi vraiment voilà, le foot jeune, c'est surtout un rapport avec mes parents, avec ma famille, Ouais. avec des moments privilégiés passés devant la télévision parce que j'avais pas l'occasion de regarder beaucoup la télévision. Mais le foot c'était vraiment l'exception pour familiale et c'est ça. Donc surtout ouais, comme ces grosses messes liées au foot des nations, à la victoire du Danemark. Mon père il disait mais ils sont pas qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés Ce qui et n'était pas ils faux. remportent. C'est ça. Donc voilà, Il était- la France, le Cameroun, effectivement. Jean, toi, avant que tu aies obligation d'objectivité dans ton rôle de journalisme Totalement. à la couverture du foot en France, puis je dirais même partout en Europe, tu supportais quel club? Ça s'est passé comment? Écoute, c'est simple, c'est à la télé. Pareil, c'est que à l'époque, début des années 70, il y avait très peu de foot à la télé. Très, très peu. Très souvent, c'était ce qui n'était pas local, Coupe de France, etc., match de l'équipe de France. Tu voyais très peu les matchs des clubs français en Coupe d'Europe, et on te montrait la finale, mais c'était très rare de voir autre chose. Et puis, il y a eu d'un seul coup un soir, en 73, on montre en Eurovision, quart de finale, Ajax-Bayern. Et là, c'est vraiment, c'est Ajax-Bayern, c'est quasiment ce qui va être un an plus tard la finale de la Coupe du Monde, tellement les deux clubs sont bourrés Mhm. de talents et d'internationaux. On en parlait tout à l'heure à propos de Müller. Et puis là, voir, connaissais le nom, je savais qu'ils étaient bons, mais voir jouer l'Ajax Amsterdam comme ouf, ça a été quelque chose, ça a été vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est Johan Cruyff, c'est toute cette équipe-là et tout ce qu'il y avait autour, parce que parce qu'on en parle comme d'une équipe qui était c'est l'équipe d'une époque, c'est l'équipe qui était libre, de libres penseurs un petit peu, des gars qui se laissaient un petit peu aller. C'était pas la rigueur des années 60 et qu'on considérait comme la rigueur des années 60 à l'époque. Donc ça a été vraiment une révélation, une énorme révélation. Tout de suite après, ou enfin 2 ans après, il y a eu Liverpool. Et les deux, ça reste vraiment. Liverpool, c'est Kevin Keegan, mais Kevin Keegan, Mhm. c'était quelque part le moment de Johan Cruyff, quoi. Et c'est vraiment les deux clubs avec lesquels je suis resté jusqu'au plus évidemment Paris, parce que Saint-Germain, parce que je suis de Saint-Germain.
Bon, ça c'est assez straight to Et the chase. Je suis de Saint-Germain, pas le choix, pas le choix avec pas de Paris. choix. Moi, rapidement, il y a un genre de crescendo à quelque part. Je me souviens, Jean, peut-être tu te rappelles, Soccer Saturday sur les ondes de TSN avec Mhm. Graham Bien Leggett sûr. à l'époque. Mhm. Mon oncle Del, qui malheureusement est décédé cette semaine, donc petite pensée pour toi. Del, lui, il y avait TSN, puis c'était vraiment particulier, là. J'habitais à Québec. On s'en allait le samedi matin avec mon père. On allait se stationner en avant de sa télé. Puis là, je voyais passer tous les matchs. Il y avait des résumés, il y avait des faits saillants. Et je me souviens que mon père s'excitait pas mal plus quand il y avait une équipe avec un maillot rouge. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre que toutes les équipes n'étaient pas équivalentes. Manchester United, c'était vraiment le focus pour mon père qui a grandi fan de United, qui prenait le bateau pour partir de Dublin, passer toute la nuit dans le ferry pour finalement débarquer à Holyhead ou à Liverpool, prendre le train, s'en aller jusqu'à Old Trafford, regarder le match, puis tu revenais par la suite. Et quand j'ai eu 10 ans, je suis allé en Irlande passer un mois seul. Mes parents étaient restés à Québec. Puis à ce moment-là, j'ai vu que tu t'affichais comme supporter d'une équipe et aussi en opposition à une autre. Parce qu'à cette époque-là, il y avait très peu de maillots, mais tu suivais un club, puis tu suivais l'autre, puis c'était un mix and match qui était tout à fait acceptable, un peu comme tu peux voir dans les sports nord-américains ici. Moi, ça continue de me dépasser qu'on parle d'une rivalité canadien-Bruins de Boston, mais tu peux avoir un gars avec un maillot des Bruins assis à côté d'un gars avec le maillot du Canadien, puis tout le monde trouve ça normal, puis il n'y a aucun trouble dans les estrades à aucun moment. C'est une situation qui serait impensable en Europe. Puis c'est la première fois que je me suis rendu compte que, OK, tu peux te positionner, tu peux faire un choix. Puis en plus, ma grand-mère a commencé à m'acheter des maillots de Manchester United en me soudoyant clairement parce qu'elle aussi était fan de United. Puis, ce qui a vraiment envoyé cette relation-là avec le club dans la stratosphère, c'est en 96, quand j'ai eu l'occasion d'aller à Old Trafford. Ma grand-mère m'a amené là. J'étais à Dublin pour Noël. On est parti de Dublin le matin. On a volé jusqu'à Manchester. On va voir le match. Puis c'était un match catastrophique face à Sunderland pendant une mi-temps. Moi, je tripais, mais je vais toujours me rappeler, je suis allé aux urinoirs à la mi-temps, puis il y avait un gars de Manchester qui devait être bourré, écoute, comme 10, qui était en train de ramasser le club. Lui, c'était pourri ce qu'il venait de voir. Moi, j'étais à Old Trafford, là, je suis correct, mon Noël est fait. Puis finalement, en deuxième mi-temps, United a explosé, puis c'est le fameux but où Eric Cantona part du milieu de terrain, petit 1-2 avec Brian McClure, puis lobe le gardien, finalement bombe le torse, reste sur place, puis regarde partout autour. Là, c'était fini. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que Pep Guardiola puis Manchester City fait. Je suis, oui, plus objectif, mais c'est United mur à mur dans mon cas, puis c'est la petite histoire de l'affaire. Très, très chanceux, d'ailleurs, d'avoir pu vivre toutes ces étapes-là avec ma famille en particulier. Sid, on va finir avec une. Oui, vas-y, vas-y. Un petit mot, parce que j'ai parlé de télévision, mais en me souvenant, en fait, la radio était vraiment au cœur de notre Ah, consommation footballistique, et Jean va sûrement me rejoindre. Donc, RTL et Europe 1, c'était vraiment bien avant que RMC prenne le contrôle du football Yeah, en France. totalement. Et aussi, pour moi, Africa numéro 1, donc les CAN que j'écoutais à la radio, et tous les matchs de qualification, c'était des souvenirs vraiment d'être à côté du transistor, comme on peut dire. Et ça me fait penser à récemment le film d'Or avec Salif Keita d'ailleurs qui est dans un rôle. Allez voir, c'est un film vraiment très très charmant, très mignon. Et ça m'a fait penser tellement à ces souvenirs des années 90, de la radio, de ce foot, qui est celui dans lequel j'ai baigné, mais la radio et ces cris, est-ce qu'il y a but, pas but, on ne sait pas très bien encore. But à Laval, but à Laval. Donc c'est ça. Donc ouais. Donc, Yeah. merci Sid, pour les souvenirs. juste au cas où c'était un glitch seulement Yeah. de mon côté ou peut-être pour d'autres aussi, le nom du film, parce que Ça s'appelle le Ballon d'Or. le C'est ballon le d'or. nom de. Oui, le Ballon d'Or. Oui, un très, Parfait. très, très joli film. Dernière question, Sid, elle est pour toi, celle de Danny Girard, qui nous ramène dans le giron du CF Montréal en finissant l'émission. Un mercato sans dépenses alors que le banc est souvent incomplet, des liens de plus en plus minces avec Bologne, une nouvelle image moins attachée au Saputo. Là, on parle de la famille. Est-ce que le CF Montréal est à vendre ou sera bientôt à vendre? Il y a Jérémy Filosa qui parlait d'investisseurs minoritaires potentiels, qui auraient des discussions avec un investisseur éventuel.
Est-ce que tu penses que c'est d'actualité, cette réflexion-là, de savoir est-ce que quelqu'un pourrait reprendre le club ou au moins se joindre au Saputo pour devenir partenaire? Ah, OK, c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Tout Selon à moi, je fait. pense que, la vente du club, non, n'est pas d'actualité et puis, comme le jour où ça arrivera, c'est pas parce qu'on en a parlé que c'est tellement un serpent de mer, qui date depuis quasiment je sais Jean pourra me corriger, mais ça fait tellement longtemps qu'on parle de vente de club. Un jour, ça arrivera sûrement. Mais je ne fais aucune corrélation entre une supposée vente et la stratégie de mercato, plutôt prudente à part Thorkelsson, de la part d'Olivier Renard, avec bon, oui, il a la signature de Lassila Palainen, mais c'est un joueur qui était déjà dans l'effectif. Mais pour moi, il n'y a aucun rapport entre les deux. Et encore une fois, il y a aussi aucun rapport avec le fait qu'il y ait une ouverture pour un actionnaire minoritaire. Je crois que c'est un besoin que le club doit avoir, d'une part pour de l'argent neuf, pour des idées aussi, et Ouais. pour des échanges stratégiques. Donc, je pense que il n'y a pas de corrélation. Wilfried Nancy est content de son effectif. Après, il y a parfois sa faute à pas de chance, hein, mais je pense que les opportunités, si elles sont là, Olivier Renard va les saisir. Et pour l'instant, c'est juste pas le cas. Un partenaire, Georges Saint-Pierre, avec lequel Justin Kingsley a déjà travaillé, qui est porte-parole de Bet99, qui est sur le podcast du collectif CFM. Je sais pas, on dit ça, on dit rien, on fait juste jaser, hein? Mais chose certaine, Georges a un peu plus de zéro dans son compte de banque que moi pour avoir une discussion sérieuse sur la possibilité de devenir partenaire. J'ai absolument aucune info là-dessus. Il y a juste une certaine liste de gens qui sont à ce point en vue et fortunés qui pourraient apporter une visibilité supplémentaire et des fonds supplémentaires en même temps. Ça va être à suivre au cours des prochains mois. Les gars, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci, de même. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à continuer de nous poser vos questions sur Twitter et à partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion ainsi que sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.